Bonjour, je vous accueille à ce Zoom à l'occasion de la Journée mondiale de la sclérodermie. Vous allez entendre la contribution de Sophie Jung, qui exerce au centre de référence des maladies rares et dentaires de Strasbourg. Et le thème de la conférence, c'est la sécheresse buccale, les soins dentaires et la sclérodermie systémique. Je passe la parole à Sophie Jung. Merci beaucoup. Alors, merci aussi à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui pour cette après-midi dédié à la Journée mondiale de la sclérodermie. Alors, à l'habitude, on avait l'habitude de se voir en vrai, si je puis dire, et de faire un atelier sur les soins dentaires et d'échanger vraiment pour pouvoir que je puisse vous présenter le matériel. Bon, cette année, c'est un petit peu différent. On a Allô? déjà Oui, vous nous entendez? Oui, Non, non, il faut éteindre vos micros, s'il vous plaît. Donc, cette année, on a la chance de pouvoir se voir oui. déjà en visioconférence. Donc, on va Pas commencer possible. aujourd'hui. On va parler Ok. spécifiquement de la sécheresse buccale. Les années précédentes, on avait abordé tous les soins dentaires. Cette année, j'ai voulu vraiment cibler sur la sécheresse buccale puisque c'est un problème qui est quand même fréquemment associé à la sclérodermie systémique. Alors d'abord, je vais présenter un petit peu ce que c'est la sécheresse buccale et puis ensuite, on verra les différents moyens pour soulager ce symptôme. Alors, comme le disait Chantal, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre pour mieux comprendre lors de la présentation. Mais sinon, vous pourrez poser toutes vos questions à la fin. Donc, on va déjà commencer par reparler un petit peu de la salive. Donc, vous le savez, hein, la salive, on a une grande quantité de salive qui est produite par jour, hein, entre 1 et 1,5 litres en moyenne. Et donc, en fait, la salive, c'est un mélange d'eau, principalement de l'eau, mais aussi des protéines et des sels minéraux. Et on verra après que cette salive, elle est très importante pour protéger les différentes structures dans la bouche. Donc, la salive, pour un petit peu mieux comprendre, elle va être produite par des glandes salivaires qu'on dit principales. Donc, la plus grande glande salivaire, je ne sais pas si vous voyez bien ici sur le schéma, elle est située au niveau de l'angle de la mâchoire, juste en avant de l'oreille. Et donc, on appelle cette glande la glande parotide. Et il y a également deux autres glandes principales qui sont la glande sublinguale et la glande sous-maxillaire qui sont logées un petit peu, donc pour la glande sublinguale sous la langue et la glande sous-maxillaire en dessous de la mâchoire du bas. Mais dans la bouche, au niveau de la muqueuse de la bouche, on a aussi plein de petites glandes salivaires qu'on appelle les glandes salivaires accessoires. Vous pouvez voir ici sur le schéma en bas, j'ai entouré ces petites glandes qui vont tapisser l'intérieur de la bouche. Et donc, ce sont toutes ces glandes qui vont produire l'ensemble de la salive. Alors, donc la salive, je vous l'ai dit, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important dans la bouche et on va avoir différents rôles. Tout d'abord, un rôle de protection. Alors cette salive, elle va déjà contribuer à nettoyer la bouche et les dents, hein, de par un rôle de nettoyage, hein, de par sa composition liquide. La salive, elle contient aussi des facteurs antimicrobiens donc qui vont permettre de renforcer les défenses immunitaires dans la bouche. Et la salive, elle va aussi avoir un pH légèrement alcalin qui va permettre de réguler l'acidité dans la bouche. Donc, ça va éviter les attaques acides au niveau des dents. Et donc, ça va permettre de reminéraliser les dents et donc éviter l'apparition de caries. Donc ça, c'est le rôle protecteur. Ensuite, il y a un rôle de lubrification. La salive, vous le savez, hein, c'est très important pour pouvoir parler et articuler parce que ça va humidifier les muqueuses de la bouche et ça va aussi aider à la mastication pour englober en fait les aliments de salive et leur permettre de glisser vers le reste du tube digestif.
Donc, c'est très important, en fait, pour la digestion. Ça va préparer les aliments à la digestion. Donc, comme je vous l'ai dit, ça les humidifie. Ça permet de former ce qu'on appelle le bol alimentaire. Et la salive, elle contient aussi des molécules qu'on appelle des enzymes qui vont commencer déjà à digérer les aliments. Donc, qu'est-ce que c'est la sécheresse buccale? Donc, la sécheresse buccale, ça peut être en général lié à une production insuffisante de cette salive ou, dans certains cas aussi, à un changement de la composition de la salive qui va devenir plus visqueuse. Donc, si vous avez un changement de la composition de la salive, si elle devient plus visqueuse ou si on a une salive qui est diminuée, la sécrétion de la salive qui est diminuée, on va ressentir en fait une sécheresse au niveau de la bouche et on verra même après au niveau de la gorge qui peut être gênante pour les patients. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ces différents mots que j'ai écrits ici en rouge. Donc, quand on parle de xérostomie, c'est un terme un petit peu compliqué, c'est la sensation de sécheresse. C'est une sensation, donc c'est quelque chose de subjectif. Donc, on verra après, ce n'est pas parce qu'on a une sensation de sécheresse que forcément, on va avoir une diminution importante de la production de salive. Donc, on verra après qu'il existe des tests qui permettent vraiment de mesurer si on a une diminution de la production de salive. Donc, quand on parle de xérostomie, c'est vraiment la sensation de la sécheresse. Quand on parle d'hypocyalie, c'est une diminution de la production de la salive, c'est-à-dire qu'on a vraiment objectivé le fait qu'on a moins de salive qui est produite. Et quand on parle d'acyalie, c'est quand on n'a vraiment aucune salive qui va être produite. Et donc, dans la sclérodermie systémique, on va avoir jusqu'à 70 à 75% des patients qui vont être touchés par la sécheresse buccale. Donc, quelles sont en fait les causes de la sécheresse buccale au cours de la sclérodermie systémique? Donc, comme vous le savez sûrement, au cours de la sclérodermie, on va avoir une fibrose au niveau de la peau, au niveau de certains organes. Et bien, cette fibrose, elle peut aussi toucher les fameuses glandes salivaires dont on a parlé tout au début. Donc, si ces glandes salivaires sont fibrosées, eh bien, elles vont moins bien fonctionner. Et donc, elles vont moins bien produire de la salive. Alors, c'est quelque chose qui peut s'installer progressivement. Cette fibrose peut s'installer progressivement au niveau des glandes salivaires. Et ceci va conduire à une diminution de la fabrication de la salive qui peut s'aggraver éventuellement avec le temps. Chez certains patients aussi, peut-être que certains d'entre vous sont touchés, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome de Sjögren qui peut être associé à la sclérodermie. Ceci concerne entre 15 et 30% des patients. Ce syndrome de Sjögren, en fait, c'est une autre maladie auto-immune qui va être responsable d'une atteinte des glandes salivaires. Alors, cette atteinte, elle est un petit peu différente de la fibrose. C'est les cellules immunitaires qui vont, entre guillemets, attaquer les glandes salivaires, mais le résultat est finalement le même, puisque ces glandes salivaires, si elles sont altérées, eh bien, elles ne pourront plus fabriquer correctement la salive. Et ce syndrome de Sjögren, eh bien, il est souvent observé chez les personnes qui ont une forme cutanée limitée, une sclérodermie cutanée limitée. Après, il y a des facteurs aggravants sur lesquels on peut agir. Par exemple, le tabagisme, eh bien, les personnes qui fument, bien sûr, ceci va aggraver encore cette sensation de sécheresse. Après, certains médicaments, en particulier des antidépresseurs ou des médicaments qu'on donne pour traiter l'anxiété, comme les benzodiazépines, eh bien, ils peuvent aggraver cette sécheresse salivaire. Les personnes qui ont un reflux gastro-œsophagien, eh bien, ça va amener de l'acidité dans la bouche, et ce qui va encore accentuer le phénomène de sécheresse. Et enfin, les personnes, comme vous pouvez le voir sur cette photographie à droite, qui ont du mal à fermer complètement la bouche du fait de la fibrose des lèvres, donc qui ont ce qu'on appelle une microstomie, vont parfois respirer par la bouche, en particulier la nuit. Et ceci peut aussi contribuer à aggraver cette sécheresse. Enfin, l'âge, effectivement, les glandes salivaires vont, comme le reste des organes, vieillir et moins bien produire de la salive. Et bien sûr, les personnes stressées, quand on est stressé, on le sait, on a la bouche sèche. Donc, le stress va contribuer à aggraver cette sécheresse buccale.
Donc finalement, comment se rendre compte si on a une sécheresse buccale? Alors je vous l'ai dit, la sensation de sécheresse buccale n'est pas forcément toujours en rapport avec la sévérité de la diminution de production de salive. On peut ressentir une bouche très sèche alors que finalement, on a encore beaucoup de salive, mais cette salive est peut-être trop visqueuse et ne va pas bien humidifier les muqueuses. Donc, quels sont les symptômes qui doivent vous mettre un petit peu la puce à l'oreille et vous conduire à consulter? Eh bien, si on a une sensation de bouche pâteuse, quand vous avez une salive visqueuse, elle va avoir tendance à coller au niveau des dents ou de la muqueuse et vous allez avoir cette sensation de bouche un petit peu pâteuse. On peut avoir bien sûr le dessèchement de la bouche et de la gorge, avec parfois des difficultés à mâcher sur tous les aliments secs comme le pain, la viande sans sauce, ou à parler, on peut avoir une voix un petit peu enrouée au réveil. Donc ça peut être des signes de sécheresse. On a envie de boire souvent, surtout la nuit. On se réveille parfois la nuit parce qu'on a la bouche sèche et on a besoin de boire. Donc ça, c'est un signe. Parfois, on peut avoir une altération du goût parce que la salive, elle va aussi jouer un rôle dans le goût. Et donc, si on a moins de salive, bien sûr, ce goût va être modifié. Enfin, certaines personnes qui ont moins de salive, vont avoir des sensations de brûlure ou de picotement au niveau de la muqueuse. Et si on a des prothèses, des dentiers, des prothèses amovibles, parfois on a du mal à les supporter parce que la salive, justement, elle forme un film qui permet de bien supporter les prothèses. Et si ce film salivaire est absent, eh bien, les prothèses seront gênantes pour le patient et aussi tiendront moins bien puisque c'est le film de salive qui fait un effet un petit peu ventouse et qui améliore finalement la tenue des prothèses. Et enfin, on peut avoir ce qu'on appelle une halitose. Alors l'halitose, c'est le terme scientifique pour dire une mauvaise haleine. Eh bien, quand on n'a pas de salive, on va avoir des mauvaises bactéries qui vont se multiplier et qui vont être responsables de cette mauvaise haleine qu'on peut ressentir. Donc, quelles sont finalement les complications de cette sécheresse buccale? Alors, bien sûr, la sécheresse buccale, ça va vous embêter, vous allez avoir envie de boire, vous allez être gêné, mais est-ce que ça a des conséquences? Oui, ça a des conséquences parce que, je vous l'ai dit au début, la salive a vraiment un rôle très important dans la protection de la bouche. Donc, si on perd un petit peu cette protection, eh bien, il va y avoir différentes pathologies qui peuvent se développer. Alors tout d'abord, si on perd l'effet protecteur de la salive, cet effet d'auto-nettoyage déjà qui est permis par la salive, eh bien on va avoir la plaque dentaire qui va s'accumuler. Elle va être beaucoup plus collante et quand vous allez vous brosser les dents, vous aurez un petit peu du mal à la décoller. Et donc si on a de la plaque dentaire, eh bien on va avoir tendance à faire plus de caries et aussi à avoir une inflammation au niveau de la gencive. Alors très rapidement, pour ne pas entrer dans le détail, mais je voulais vous montrer quand même les maladies qu'on appelle parodontales, les maladies de la gencive. Il y en a deux principales, c'est la gingivite et la parodontite. Donc la gingivite, vous voyez sur ce schéma, j'ai dessiné représenté une dent en coupe et vous voyez ici la gencive qui est saine. Quand on a une gingivite, eh bien, la gencive va devenir rouge, comme vous pouvez voir sur la photographie en bas. Et donc, cette gencive rouge, eh bien, c'est une gencive qui souffre. Et puis, quand vous allez vous brosser les dents, vous allez observer parfois un saignement. Donc, souvent, ça inquiète les patients. Ils n'osent plus brosser, mais justement, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut continuer justement à brosser pour enlever la plaque dentaire et que la gencive puisse guérir et que le saignement puisse diminuer. Mais tant que la gencive, c'est uniquement la gencive qui est touchée, on peut finalement retrouver un état normal si on améliore le brossage. Par contre, si on a en plus de la gencive, si on a l'os également qui est touché et le reste des structures qui soutiennent la dent qui sont touchées, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle une parodontite. Et dans ce cas, la parodontite, elle va être irréversible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la traiter, mais uniquement la stabiliser. On ne retrouvera pas l'os qui a été perdu. Et ça nécessite une prise en charge très rapide par votre dentiste.
Donc, et on peut passer finalement, si on ne traite pas la gingivite, on peut très rapidement passer de la gingivite à la parodontite. Donc voilà pourquoi il est très important de consulter, on y reviendra après. Ensuite, bien sûr, si on n'a plus de salive, eh bien, je vous ai dit, la salive, c'est un pH un petit peu alcalin. Et eh bien, si cette salive disparaît, ben, la bouche va devenir un peu plus acide. Et quand on a un environnement acide, eh bien, on va avoir l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries qui va se modifier. Et à nouveau, on va favoriser le développement des caries. Et aussi des érosions, donc c'est la déminéralisation de l'émail, donc les dents qui deviennent lisses et qui s'usent un petit peu plus rapidement parce qu'on est dans un environnement acide. On peut aussi avoir une sensibilité plus importante à développer des mycoses au niveau de la bouche qu'on appelle des candidoses, en particulier au niveau des commissures. Je ne sais pas si vous voyez bien ici sur la photo, ces petites plaies qu'on a au niveau des commissures et qui sont dues finalement à un champignon qui peut se développer lorsque on n'a plus assez de salive. Et certaines personnes peuvent avoir aussi des aftes qui se développent au niveau de la muqueuse buccale. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une sécheresse buccale? Alors tout d'abord, eh bien, il faut aller consulter son dentiste et son médecin. Les deux, finalement, vont pouvoir vous aider. Tout d'abord, le dentiste. Il va bien sûr évaluer et confirmer la diminution de la fabrication de la salive. Il peut faire ce qu'on appelle des tests salivaires et vous demander, par exemple, de cracher dans un tube pour peser le poids de la salive, pour voir si vous sécrétez, vous produisez assez de salive ou, par contre, ou à l'inverse, si vous avez une diminution de la fabrication de la salive. Bien sûr, une fois qu'il a confirmé le diagnostic de sécheresse salivaire, il va bien sûr pouvoir vous donner des conseils. Des conseils pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et également vous conseiller en particulier des produits d'hygiène qui contiennent du fluor, parce que comme je vous ai dit, on a un risque de développer des caries, donc il va falloir renforcer les dents, ce qui peut passer par l'application de fluor. Soit le dentiste peut appliquer le fluor, soit il va vous conseiller des dentifrices spécifiques qui contiennent un taux de fluor adapté. Il peut vous aider aussi à choisir les produits, on va le voir après, qui vont vous aider à humidifier la bouche, qu'on appelle des produits humectants ou des substituts salivaires. Et le plus important, c'est la mise en place d'un suivi dentaire régulier, tous les 3 mois. Les patients qui viennent chez moi, j'aime bien les voir au moins tous les 3 mois, parce que si on a un début de carie, eh bien, on pourra très rapidement le détecter et le soigner. Donc, il vaut mieux aller très régulièrement chez le dentiste, entre guillemets, pour rien, pour faire un petit contrôle, plutôt que d'y aller une fois par an ou tous les 2 ans et se retrouver face à un grand nombre de caries à soigner. Ensuite, il faut aussi consulter le médecin. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faudra qu'il évalue si vous avez d'autres sécrétions qui sont diminuées. Par exemple, les personnes qui présentent un syndrome de Sjögren, eh bien, peuvent aussi avoir une sécheresse au niveau des yeux. Donc ça, c'est important de détecter les autres, d'évaluer les autres sécrétions au niveau des muqueuses pour voir si vous avez une diminution de leur production. Par exemple, pour évaluer la sécrétion des larmes, eh bien, on utilise ce qu'on appelle le test de Schirmer. Et donc là, le médecin met un petit, je pense qu'il a déjà dû le faire chez certains d'entre vous, il met un petit papier buvard au niveau du cul-de-sac conjonctival, au niveau de la paupière inférieure. Et ensuite, il mesure, vous voyez, grâce à cette petite réglette, la production de larmes. Et il va pouvoir aussi évaluer si certains des médicaments que vous prenez pourraient aggraver en fait cette sécheresse buccale et si c'est vraiment très handicapant, est-ce qu'il peut éventuellement modifier ce traitement ou non. Donc ça, c'est quelque chose que le médecin uniquement peut évaluer. Et il peut évaluer aussi la possibilité, on va le voir, de
prescrire un médicament qui peut stimuler la production de la salive, mais c'est le médecin qui doit évaluer s'il peut vous prescrire ce médicament parce qu'il y a certains effets secondaires et certaines interférences avec d'autres médicaments que vous prenez éventuellement. Donc, il est vraiment important de consulter le dentiste et le médecin. Ensuite, il faut adopter une bonne hygiène bucco-dentaire. Alors, je vous l'ai dit, hein, si on a moins de salive, eh bien, on a moins de protection de la bouche et des dents. Donc, il va falloir un petit peu renforcer les efforts sur l'hygiène dentaire. Donc, brosse à dents, pour ceux qui étaient déjà aux autres ateliers, on avait bien insisté sur la brosse à dents souple. Je sais que certains d'entre vous aiment bien utiliser une brosse à dents dure parce qu'on a l'impression un petit peu de mieux brosser, mais finalement, la brosse à dents dure, elle peut aussi abîmer vos dents. Donc, il faut vraiment prendre une brosse à dents souple. Et comme vous voyez ici, ce qui est important, c'est de prendre une brosse à dents avec une petite tête, parce que la plupart des patients vont avoir des difficultés à ouvrir la bouche ou à passer les brosses à dents dans la bouche. Donc, si vous avez une brosse à dents avec une petite tête, vous aurez plus de facilité pour passer du côté. Vous pouvez même prendre une brosse à dents, par exemple, enfant, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir bien se brosser les dents, d'accord? Évitez vraiment les brosses à dents trop grandes que vous n'arriverez pas à passer au niveau des dents du fond, et c'est surtout à cet endroit-là que vous aurez des caries qui vont s'installer. Donc, pour les personnes qui ont des difficultés à tenir la brosse à dents, j'ai mis une photo ici, mais je l'ai également emmenée. Vous avez des manches en mousse qui existent sur le marché, vous voyez, dans lesquelles vous pouvez glisser votre brosse à dents et qui vous permettent ensuite de mieux tenir la brosse à dents. Alors, si vous avez un mari ou des amis bricoleurs, ils peuvent aussi acheter un morceau de gaine en mousse à Leroy Merlin ou à Castorama. Vous savez, ce qu'on utilise pour isoler les tuyaux. C'est des gaines en mousse, on peut couper un petit morceau, on le scotche et puis après, vous pouvez aussi glisser votre brosse à dents dedans pour mieux la tenir. Ça facilite la prise en main de la brosse à dents. Après, ceux qui aiment bien utiliser une brosse à dents électrique, en général, les brosses à dents électriques vont avoir un manche plus large. Donc, c'est souvent plus facile à tenir. Après, il faut tester. On l'avait fait lors des ateliers. Hein, il faut tester parce que vous avez ces vibrations qui peuvent parfois être gênantes pour certains au niveau des mains ou pour certains aussi au niveau de la bouche. Mais les brosses à dents électriques, en particulier celles avec des petites têtes, ça peut être très intéressant parce que ça permet d'aller vraiment au fond et puis ça fait le travail finalement à votre place puisque la brosse va tourner et ça améliore en général le brossage. Donc brosse à dents souple, petite taille et vous pouvez choisir un manche large. Alors bien sûr, si vous choisissez une brosse enfant, le manche de la brosse va aussi être petit. Donc là, l'astuce avec le manche en mousse dans lequel vous pouvez glisser votre brosse à dents. Après, quand on brosse les dents, il faut être très méticuleux et très systématique. C'est-à-dire qu'on va diviser la bouche en 4 secteurs. En haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. Et on s'occupe des 4 secteurs les uns après les autres. Sinon, on oublie, hein, on pense toujours à autre chose quand on se brosse les dents. Et puis finalement, on oublie ce qu'on a nettoyé. Donc, on essaye de passer au moins 30 secondes pour chaque cadran. On appelle ça des cadrans. On divise la bouche en 4 et on passe au moins 30 secondes sur chaque zone. Donc, bien sûr, on nettoie les faces externes des dents. Les faces supérieures, ça, en général, il n'y a pas trop de problème. Je ne sais pas si vous voyez la mâchoire. Hein. Donc, ça, en général, avec la brosse à dents, on n'a pas trop de soucis pour passer sur les faces supérieures. Et par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est l'intérieur, hein, c'est-à-dire la face interne vers la langue ou en haut à la mâchoire du haut vers le palais. C'est des faces qu'on oublie et c'est là qu'on peut avoir des caries. Donc, il faut vraiment penser aux faces internes aussi des dents. Alors, si vous êtes devant, on peut un petit peu mettre la brosse à dents plus verticale pour faciliter. Et on essaye, dans la mesure du possible, vous voyez, ma mâchoire a une dent en moins, hein, elle ne s'est pas très bien brossé les dents. Donc, dans la mesure du possible, on essaye toujours de brosser du rose vers le blanc. Hein, d'accord ? Et on fait un mouvement, un petit peu de rouleau, hein, on oriente la brosse à 45 degrés. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le petit schéma, mais on essaye, vous voyez, de faire ce mouvement de rouleau
du rose vers le blanc. Et donc en bas, c'est un peu difficile à faire comme ça en regardant l'écran. Et en bas, c'est l'inverse, hein, de bas vers le haut et en haut, de haut vers le bas. Donc pensez toujours du rose vers le blanc. Alors c'est vrai que ce mouvement n'est pas toujours facile à faire quand on a des problèmes au niveau des mains. C'est pour ça que la brosse à dents électrique peut, pour certains patients, être très utile. Donc le dentifrice, j'insiste sur le fluor. Hein. Je sais que certaines personnes qui utilisent des dentifrices bio, alors j'aime beaucoup le bio, mais les dentifrices bio ne contiennent souvent pas de fluor. Et ça, c'est un problème parce que si vous avez une bouche sèche, vous allez forcément avoir un risque d'avoir plus de caries. Et donc, il faut vraiment insister sur le fluor. Donc, il faut regarder. Il faut acheter un dentifrice où il y a au moins 1500 ppm, hein, donc c'est la dose qui est inscrite généralement sur les dentifrices, 1450 à 1500 ppm de fluor. Hein, c'est un dentifrice pour les adultes. Après, vous avez des dentifrices avec un peu plus de fluor. Ça, il faut voir avec votre dentiste pour qu'il vous conseille bien. Souvent, quand on a des sensibilités dans la bouche, il faut essayer d'éviter le menthol, ça peut brûler. Et surtout, le sodium lauryl sulfate, alors c'est un nom un peu compliqué, c'est un conservateur qui est dans les dentifrices. Vous verrez parfois quand vous regardez les ingrédients, c'est écrit SLS. Et ça peut avoir tendance encore à irriter la muqueuse de la bouche. Et après, quand vous avez des problèmes de bouche sèche, vous allez avoir, on verra après sur les différents produits, des dentifrices spéciaux qui sont spécialement conçus pour les patients qui ont une bouche sèche, qu'on appelle les dentifrices humectants. Donc après, il faut aussi nettoyer ce qu'on appelle les espaces interdentaires. Alors vous voyez ici, j'ai représenté 2 dents, je ne sais pas si vous voyez très très bien, 2 dents en coupe, et l'espace en fait entre les 2 dents, c'est là où se coince toujours le petit morceau de viande quand on mange, c'est ce qu'on appelle l'espace interdentaire. Alors pour nettoyer cet espace interdentaire, c'est important parce que là aussi des caries peuvent se créer et souvent c'est une zone qui est difficile à brosser avec la brosse à dents. Donc on utilise soit du fil, soit des brossettes. Alors comment est-ce qu'on va choisir entre le fil et les brossettes? Donc le fil dentaire, c'est finalement plutôt pour les espaces étroits. Alors bien sûr, à nouveau, dans la sclérodermie, on a un petit peu du mal à manipuler ce fil. Hein. Il faut l'entortiller entre les doigts, mais c'est parfois pas facile à utiliser. Donc il existe, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, des porte-fils, du fil qui est monté en fait sur une petite fourche et qu'on peut passer comme ça entre les dents. Donc c'est plus facile à utiliser que le fil tout seul. Mais ça, c'est quand on a un espace entre les dents qui est étroit. Quand on a un espace, donc là, vous voyez, hein, les dents sont très collées. Donc, dans ce cas, on peut utiliser ce fil. Mais attention à ne pas se blesser. Hein. Si on y va trop fort, on peut blesser la gencive. Après, si on a un espace qui est ouvert, hein, si vous voyez un triangle entre les dents, eh bien, on peut utiliser ce qu'on appelle des petites brossettes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en utiliser. Alors là, je ne peux pas vous montrer aujourd'hui puisqu'on n'est pas en présentiel, mais il existe plusieurs tailles de brossettes. Hein. Donc, en fonction de la taille de l'espace, va correspondre une taille de brossette. Donc ça, il faut vraiment le choisir avec votre dentiste. Il existe des petits gabarits pour mesurer la taille de l'espace et vous conseiller la taille de la brossette qui est adaptée. Parce que sinon, vous pouvez aussi vous blesser. Alors, vous voyez, les brossettes, en général, c'est tout petit. Donc ça, à nouveau, c'est un peu difficile à manipuler. Là, je vous ai mis une photo. Il existe, par contre, des brossettes qui sont montées sur un manche et qui sont plus faciles à manipuler. Et après, on a aussi un autre appareil, un micro-jet dentaire. Je vais juste le prendre, il est derrière moi. Hop. Donc voilà, là, il existe. Alors, ce n'est pas les jets dentaires classiques. Là, c'est la marque Philips qui a créé ce... Je n'ai pas de pub, mais c'est le seul pour l'instant qui existe, qui a créé ce jet. Et en fait, dans le réservoir, je ne sais pas si vous voyez, on met de l'eau et on positionne ensuite la petite buse entre les dents et on appuie ici. Et donc, ça délivre un jet d'air et de micro-gouttes d'eau et ça permet de nettoyer l'espace interdentaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le manche est très large, donc on peut bien tenir ce jet.
Donc, voilà pour l'hygiène bucco-dentaire. On pourra y revenir après dans les questions. Après, il faut aussi adapter ses comportements et ses habitudes alimentaires. Donc, bien s'hydrater, boire régulièrement des petites quantités d'eau. Ça, souvent, les patients le font souvent. Hein. On a toujours la petite bouteille d'eau avec nous sur la table de chevet ou quand on part. Voilà, il faut bien s'hydrater, hein, forcément, puisqu'il manque cette salive. On va avoir tendance à avoir envie de boire beaucoup d'eau. Mais il faut éviter aussi certains aliments ou certaines boissons qui aggravent la sécheresse buccale. L'alcool, le café, les boissons énergisantes. Je sais qu'on aime bien boire le petit café après le repas, mais le petit café, ça a tendance quand même à dessécher la bouche. Donc, on ne va pas se priver de tout, mais voilà, avec modération pour ce type de boisson. Et les aliments aussi, attention aux aliments trop secs, aux aliments trop collants ou trop épicés qui vont aggraver cette sensation de sécheresse ou de brûlure. Par contre, il ne faut pas non plus uniquement manger des aliments mixés ou tout mou, parce que finalement, la salive, elle va... vous savez, hein, le corps humain, il est un petit peu, on va dire, fainéant. Donc, si on ne stimule pas la production de la salive, eh bien, au fur et à mesure, ça va encore diminuer. Donc, si vous ne mastiquez plus, si vous ne mâchez plus les aliments, finalement, la salive, elle ne va plus être produite parce que le corps humain se dit pourquoi produire de la salive puisque eh bien, on ne mâche plus. Donc, il faut quand même favoriser des aliments qui nécessitent de mastiquer, de mâcher pour que cette salive soit stimulée. Et bien sûr, hein, ça, ce n'est pas que pour la bouche sèche, hein, il faut vraiment arrêter le tabac. Donc, je vous l'ai dit, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle des agents humectants qui vont humidifier la bouche. Alors, il existe des bains de bouche spécifiques, hein, sans alcool. Hein, attention, hein, je ne parle pas des bains de bouche comme Eludril, Extril, qui, eux, ont des indications spécifiques quand vous avez une petite chirurgie de la bouche, qui sont là pour désinfecter. Là, ce n'est pas du tout ce type de bain de bouche. Hein. Il ne faut pas utiliser ces bains de bouche avec de l'alcool ou des antiseptiques tous les jours, vraiment pas du tout. Là, ce sont des bains de bouche qui sont spécialement faits pour les bouches sèches. Hein. Donc, par exemple, chez Gum, ils ont une gamme qui s'appelle Hydral, que certains connaissent peut-être, et ils proposent un bain de bouche qui peut apaiser. C'est plutôt intéressant pour le soir. Après, on a des gels humectants. Donc, vous avez le gel de chez Gum, toujours la gamme Hydral, un autre gamme de gel Dry Mouth de chez GC qu'on commande sur Internet, ou le gel Bio Extra. Alors, les gels, je trouve c'est intéressant pour le soir parce que ça a tendance à être un peu épais, un peu visqueux. Alors, la journée, ce n'est pas toujours très confortable, mais le soir, ça peut être intéressant avant de se coucher d'appliquer ce type de gel humectant. Pour la journée, on peut utiliser plutôt des sprays. Alors, il existe différents types de sprays, hein, des sprays qui sont plus aqueux ou plus huileux. Alors, les sprays huileux ont tendance à être plus efficaces, mais la sensation huileuse peut parfois être mal supportée par certaines personnes. Hein. On appelle ces sprays plutôt de la salive artificielle, donc il faut les appliquer régulièrement, hein, plusieurs fois par jour. Mais ce qui est pratique avec les sprays, c'est que vous pouvez les emmener dans votre sac à main. La journée, c'est plus facile à mettre un petit peu de spray, surtout en ces temps de Covid, que de sortir le tube de gel, mettre sur le doigt, le mettre dans la bouche. C'est plus difficile dans la journée. Donc là, il y a différents types de sprays. Après, à voir avec votre dentiste lequel vous convient le mieux. L'artisial, c'est comme un spray un petit peu eau thermale. C'est très agréable, mais un effet assez limité dans le temps, mais il est remboursé. Après, là, ce spray ici, Aquasial, est plus huileux. Elgidium clinique et Gum sont des sprays un peu plus aqueux. Voilà, il faut tester. D'habitude, lors de l'atelier, on testait toujours les différents sprays sur la main. Là, ce n'est pas possible, mais j'espère qu'on pourra le refaire bientôt. Et si on respire par la bouche, eh bien, on peut aussi peut-être s'aider d'un humidificateur d'air si on le supporte. Enfin, je vous disais qu'il est possible de stimuler la sécrétion de la salive. Je vous disais, il faut bien mâcher, mastiquer. Donc, si on a encore des glandes salivaires qui fonctionnent, il faut les stimuler. Alors, on peut sucer des bonbons ou mastiquer des chewing-gums. J'ai mis en rouge et souligné sans sucre, hein, parce que si vous commencez à manger toute la journée des bonbons avec du sucre, là, on va avoir un effet contre-productif, hein, puisque vous allez favoriser les caries. Donc, si on mastique les chewing-gums ou les bonbons acidulés, on prend toujours
des bonbons sans sucre. Et ce fameux médicament dont je vous parlais avant, qui est la pilocarpine, alors le nom commercial, c'est le Salagène, mais dans certains cas, on peut demander une préparation magistrale à la pharmacie. C'est votre médecin qui fait la prescription. On commence avec des doses, des petites doses. Après, on peut augmenter. Attention, il peut y avoir des effets secondaires. Ça va stimuler la sécrétion de salive, mais aussi, on va avoir tendance à avoir un peu plus de sueur. On peut avoir des troubles digestifs, une diarrhée. Donc, il faut que la posologie soit bien adaptée par votre médecin. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut voir, bien sûr, avec votre médecin. Donc, si on souhaite aller plus loin, eh bien, on avait, il y a quelques années, écrit un petit livre avec les collègues de Strasbourg sur les problèmes bucco-dentaires associés à la sclérodermie, qui est disponible normalement gratuitement sur demande à l'association. Et avec une patiente de Strasbourg, on avait enregistré un petit tutoriel sur l'hygiène bucco-dentaire dans la sclérodermie, qui est disponible sur la chaîne YouTube de la filière des maladies auto-immunes rares, que vous pouvez regarder tranquillement à la maison. Maintenant, vous maîtrisez l'outil informatique, je vois ça. Et encore une petite information, à Strasbourg, nous avons lancé une étude, un projet de recherche sur une nouvelle, enfin, c'est pas vraiment une nouvelle technique, mais une technique qui nous semble adaptée pour les patients qui sont atteints de sclérodermie, avec l'utilisation du jet que je vous ai montré et d'une brosse à dents électrique. Et donc, on essaye de voir si cette instrumentation d'hygiène va apporter, on va dire, va avoir un impact sur l'état des gencives des patients par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents classique. Donc, bien sûr, les personnes qui souhaitent participer peuvent me contacter. Alors, ça nécessite quand même 3 visites. Là, on va commencer en juillet une première série de visites. Donc, les personnes qui ne sont pas sur Strasbourg, c'est peut-être, ou en Alsace, c'est peut-être plus compliqué. Mais voilà, c'est une étude qu'on vient de commencer qui va se dérouler sur 2 années. Donc, si les personnes sont éventuellement intéressées, n'hésitez pas. Et donc, bien sûr, maintenant, je suis prête à prendre des questions et je remercie les sponsors. Merci beaucoup, Sophie. Et je suis sûre que les personnes qui ont regardé et écouté votre contribution ont plein de questions à poser. Vous pouvez rouvrir, enfin, quand vous voulez poser une question, levez la main. Vous savez, en bas, vous avez réaction. Vous pouvez utiliser la petite main qui va se lever. Je vous donnerai la parole. Sinon, je vais poser je vais lancer des choses. Alors, qui veut parler? J'ai rencontré une malade qui m'a dit qu'elle avait bénéficié de kiné buccale et que le kiné lui avait montré des petits mouvements, des petits massages à faire pour relancer les glandes salivaires. Est-ce que... Je vous entends plus, Chantal. Ah, mince, j'ai entendu Ah oui. Vous m'entendez là? Oui. Je m'étais trop éloignée, excusez-moi. Il y a une malade qui m'a parlé de kiné buccale pour réactiver les glandes salivaires. Alors, j'ai jamais vraiment entendu parler de kiné spécifique pour relancer les glandes salivaires, mais parce que finalement, la glande salivaire, elle va marcher quand on stimule, d'accord? Donc, quand on mastique, quand on a un aliment en bouche, on sait, la salive, normalement, s'écoule tout de suite lorsqu'on n'a pas de problème de sécheresse buccale. Mais après, finalement, tout ce qui stimule, vous voyez des mouvements dans la bouche, ça peut effectivement peut-être aider dans la production de salive. Donc effectivement, si cette kiné a des mouvements spécifiques qui vont stimuler, je vous l'ai dit, au début, il y a les grandes glandes salivaires qui sont situées en dessous de la mâchoire ou là en avant des oreilles. Mais après, sur la muqueuse, on a plein de toutes petites glandes salivaires. Et donc, c'est vrai que le fait de stimuler, de masser, peut-être que ça peut aider aussi, finalement, dans la sclérodermie, tout ce qui est autour du massage de la bouche va beaucoup aider, puisque ça va
également avoir un impact sur la fibrose, hein. Ça va éviter que la fibrose s'installe trop. Et donc, c'est vrai que je pense que ça peut aussi ça peut aider sur les glandes salivaires, hein. Tout ce qui stimule, finalement, va avoir un effet. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat Josette. aussi. Ah oui, ah pardon. Et Josette, je donne la parole à Ah oui, Josette et oui, puis je vais regarder. Josette, ouvrez votre micro et parlez. Cardona, Josette, on vous entend pas. Bon, sinon répondez à la question. Est-ce que le chewing-gum et la Alors, je et vais la regarder. Alors, c'est Jean-Louis Salac qui écrit « Le chewing-gum permet-il d'hydrater la bouche ?» Alors, le chewing-gum en lui-même ne va pas vraiment hydrater, mais comme on va mâcher ce chewing-gum, eh bien, on va stimuler à nouveau la fabrication de la salive et c'est ça qui va hydrater la bouche. Alors, le mieux finalement pour hydrater la bouche, c'est sa propre salive, hein. Vous voyez, les sprays, on peut les utiliser, ça va aider, mais le mieux finalement qu'on puisse avoir, c'est notre propre salive. Donc, tout ce qui peut stimuler la fabrication de la salive, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais en lui-même, le chewing-gum ne va pas hydrater. Il va stimuler la production de la salive et il va aussi aider, par contre, à nettoyer un petit peu au niveau de la bouche. Il y a des dentifrices même qui contiennent du des chewing-gums qui contiennent même du fluor qui sont en vente et qui permettent de renforcer un petit peu la surface des dents et de contribuer à cet effet de nettoyage des dents. Ça ne remplace pas le brossage, mais quand on ne peut pas se brosser les dents, par exemple, parce qu'on est au travail, entre midi et deux, on peut utiliser un chewing-gum sans sucre qui contient du fluor et le mâcher. Est-ce que quelqu'un lève la main? Quelqu'un veut parler? Francine, je crois que je vous vois articuler des choses, mais on ne vous entend pas. On a une question de Annie aussi sur le chat. Alors. Annie. Est-ce qu'il serait possible que la sécurité sociale prenne en compte une meilleure prise en charge quand on a une ALD pour la sclérodermie? Pourquoi l'ALD ne couvre-t-elle pas les soins dentaires? J'ai eu un curetage par mon dentiste suite à l'apparition de ma sclérodermie suivie de soins. Ah oui, alors ça, c'est un problème, on va dire, Ouais. Alors ça, c'est pas moi qui vais pouvoir solutionner malheureusement le problème. Alors malheureusement, l'ALD, effectivement, ne prend pas en charge certains soins dentaires. Mais attention, il faut quand même le moduler. C'est-à-dire que si vous allez chez votre dentiste pour le contrôle tous les 3 mois, là, c'est une consultation qui est entièrement prise en charge. Le détartrage classique va être entièrement pris en charge. Les soins classiques, voilà, c'est tout ce qui n'est pas pris en charge, ça va être les prothèses et effectivement le curetage au niveau de la gencive, le détartrage surfaçage, hein, dans certains cas, lorsqu'on a une parodontite. Alors après, ça dépend, hein. Bien sûr, les dentistes en privé vont faire, dans certains cas, un dépassement d'honoraires sur cet acte de détartrage surfaçage. Dans les centres de soins hospitaliers, la tarification est peut-être un peu moins élevée, mais sinon, la plupart des soins courants, quand même, on a une prise en charge qui est tout à fait complète. Donc, si vous allez chaque année pour le contrôle, pour les soins classiques, là, on a une prise en charge. Mais c'est vrai qu'à terme, on aimerait quand même que l'ensemble des soins dentaires soient pris en charge. Après, il y a toujours la possibilité de demander la prise en charge exceptionnelle à la sécurité sociale. C'est sur constitution d'un dossier et sur avis de la sécurité sociale, s'il l'accorde au cas par cas. Mais ça, c'est vraiment dans des cas spécifiques, si on a besoin de faire une réhabilitation complexe avec effectivement
des soins qui sont très coûteux. Ah, je vois Francine lève la main. Parlez. Votre micro est toujours fermé, Francine. Allumez-le. Demandez à votre assistant de le rallumer. Francine, vous parlez, mais on ne vous entend pas. Où est Francine? Bon. Ah. Oui, évidemment. Ouais. Il faut rallumer votre micro, Francine. Alors, si je vous retrouve, je vais essayer de le faire, mais... Alors, est-ce que j'ai réussi à vous le rouvrir? Non. Bon, Francine, écrivez votre question. Je suis désolée. On n'arrive pas à... On va essayer. Voilà. Ça y est. C'est bon. Eh bien, mille merci. Bonjour, docteur. Bonjour. Je me suis fait faire un implant sur une incisive parce que j'avais une dent sur pivot qui avait 50 ans et qui était dégradée. Francine, on va essayer de poser des questions générales, mais pas trop de faire de la consultation. Ben oui, je vois bien, mais bon. Alors, comment faire quand un implant est mal positionné et que la gencive a été détériorée par, voilà, donc détériorée, et on me parle de greffe, de greffe, voilà. Peut-être de façon plus générale, on peut faire des implants dans la sclérodermie ou, voilà, commençons peut-être la plus générale et voyons ce qui se passe. Oui, c'est vrai, Francine, c'est difficile de répondre parce qu'il faudrait vraiment que je puisse voir. Vous voyez, ce que vous appelez exactement par la gencive a été détériorée, par la pose de l'implant. On sait dans la sclérodermie que la gencive, eh bien, elle est aussi fibrosée, hein, comme les glandes salivaires, comme la peau. Et donc, parfois, on a cette gencive qui se rétracte. Ce n'est pas forcément toujours lié à quelque chose qui a été mal fait, mais qui est plus lié à la maladie. Mais c'est difficile, vous voyez, de dire comme ça sans vous voir en consultation ou avoir une radiographie ou tous les éléments. Donc, c'est vrai qu'on peut poser des implants dans la sclérodermie pour parler de façon générale, mais dans la sclérodermie, il faut vraiment bien évaluer le rapport bénéfice-risque des implants parce que il faut qu'on puisse le poser, s'il faut qu'il y ait une ouverture de bouche suffisante. Dans le risque, parce que la dent est à au moins 5 mm de trop par rapport à la... Voilà, bon, ça m'abîme complètement la bouche. Alors demain, je vais consulter à Lyon. Peut-être, vous êtes au centre de référence des maladies rares. Est-ce qu'il y a d'autres centres de référence dans lesquels il y a des dentistes? Parce que oui, alors... Vraiment, en Île-de-France, on utilise parfois la question et... Alors, le centre de référence maladies rares dentaires, en fait, il est constitué d'un réseau. Dans la petite brochure sur les soins bucco-dentaires, eh bien, on a la liste de tous les centres de compétences en France. Donc, il y en a à Lyon, à Lille, dans toutes les grandes villes et à Paris. Il y a notamment, je pense, un centre référence et un centre compétence avec, je crois même, des praticiens qui sont plutôt spécialisés dans la sclérodermie. Je sais qu'il y en a quelques-uns, alors je ne sais plus si c'est à Rothschild, mais en tout cas, il y a quand même des praticiens qui connaissent très bien la maladie. On peut orienter les patients là-bas. Effectivement, quand on a des questions spécifiques, on peut s'orienter vers le centre de compétences. Ce qu'on fait souvent, nous, à Strasbourg, c'est que, eh bien, parfois, on donne un avis, même à distance, hein, alors quand on a tous les éléments médicaux, hein, bien sûr, et on fait des consultations à distance, et après, la personne retourne chez son dentiste, mais on peut parfois donner notre avis sur si le dentiste a besoin voilà, de solliciter notre expertise sur tel ou tel traitement. On peut solliciter notre avis, même à distance. Les patients ne sont pas toujours obligés de venir non plus physiquement, hein, parce que c'est parfois compliqué. D'accord.
Ça, c'est très, très important. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Dans le brossage, est-ce qu'il faut toujours brosser la langue et le palais ou vous pensez que ce n'est pas très utile? Alors, le palais, pas vraiment. La langue, c'est bien d'un petit peu brosser la langue, hein, parce que c'est souvent une zone où on a, comme il y a les papilles, on a souvent un petit peu des bactéries ou des débris qui peuvent s'accumuler. On peut brosser un petit peu le dos de la langue rapidement, mais toujours avec une brosse souple, hein, pas trop fort non plus. Les dentifrices, vous n'avez pas, enfin, tous les gommes, qu'est-ce qui est bon comme dentifrice? Parce que il vaudrait mieux partir de cette séance avec 2 noms ou 3 noms. On vous en voudra pas d'avoir fait de la publicité, entre guillemets, pour quelques marques précises qu'on mémoriserait. Alors oui, on ne peut pas trop faire de publicité, mais après, entre faire la publicité, moi je conseille quand même toujours ce qui me semble le mieux pour les patients. Au-delà de la publicité, souvent je conseille des marques qui finalement ne nous donnent pas fort. Vous voyez, on ne conseille pas toujours les marques qui nous donnent le plus d'échantillons, on conseille ce qui est bon pour le patient. Après, il n'y a pas un dentifrice universel, c'est ça qu'il faut savoir. C'est pour ça que je vous disais avant, ce qui est très important, c'est qu'il y ait du fluor dedans. Les dentifrices bio, charbon, avec anti-tache, tout ça, il faut vraiment oublier, quelle que soit la marque, parce que ce sont des dentifrices qui vont être abrasifs, ça va accentuer la sécheresse, ça va abîmer encore plus les dents fragiles dans cette maladie. Il faut vraiment, ce n'est pas des dentifrices qui sont adaptés pour les patients avec une sclérodermie. Donc du fluor, ça c'est très important. Après, on a souvent ces sensibilités dans la bouche et les dentifrices qui ont beaucoup de goût menthe très fort et sont mal supportés par les patients. Donc moi, je conseille parfois, quand on a ce problème de sensibilité, eh bien, d'utiliser le dentifrice Elmex, par exemple, sans menthol, hein, parce que c'est un des dentifrices qui existent sans menthol. Regardez aussi ce conservateur, hein, sodium lauryl sulfate, qui est parfois mal supporté par les patients qui ont une bouche sèche. Et par exemple, on parlait de la gamme Gum, ils ont le dentifrice Hydral, qui lui est un dentifrice très doux, qui est vraiment spécifiquement formulé pour les bouches sèches. D'accord ? Alors, il y a certains patients qui disent qu'à force, parfois, ils ont l'impression que ça ne nettoie pas assez. Après, c'est à chacun aussi de trouver un petit peu le dentifrice idéal. Mais déjà, si on essaye de trouver un dentifrice avec du fluor qui est doux, en goût, sans menthol, ou un humectant comme celui de chez Gum, on est déjà plutôt bien. D'accord, merci. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Catherine, vas-y. J'utilise pour me laver les dents du bicarbonate et de l'eau oxygénée. Est-ce que ça fonctionne pas bien avec la sécheresse? Eh bien, oui, je sais que c'est un mélange qui est parfois prescrit quand on a des problèmes de gencives. Mais après, vous voyez, le bicarbonate avec l'eau oxygénée, ça a tendance à être quand même un petit peu abrasif. Hein. Oui. Vous avez quand même, c'est quand même quelque chose qui va être un petit peu abrasif. Alors, de temps en temps, si c'est quelque chose qui vous... Ah, vous entendez plus? Si? Si, moi je vous entends alors. Ah, mais c'est peut-être Catherine qui est figée. Ah, c'est Catherine qui a plus de réseau. On ne bougeait plus. Ah oui, c'est vous qui ne bougez plus. Non, c'est toi qui ne bouges plus. Donc, je disais, si ça vous soulage, ce mélange, on peut éventuellement l'utiliser ponctuellement, mais par exemple, là, ce qu'on avait dit qui est très important, le fluor, eh bien, il n'y en a pas dans ce mélange, vous voyez. Oui. Donc, vous manquez quand même de fluor, donc peut-être alterner avec autre chose. Hein. Oui. Et c'est vrai que ça a tendance à être quand même un petit peu abrasif, hein, ce type de mélange. Merci beaucoup. Alors, Solange demande, lorsqu'on porte une prothèse, quel nettoyant? Alors, oui, mais je n'arrive pas à compléter ma phrase. Quel nettoyant privilégié
Alors, pour les prothèses, une prothèse qu'on enlève, Solange? Oui. Eh bien, le plus simple, le moins cher et le plus simple et le mieux, c'est du savon de Marseille. Voilà. Ah. Parce que si vous utilisez un dentifrice, ça va encrasser un petit peu la prothèse. La prothèse, elle n'est pas fabriquée, c'est de la résine, donc ce n'est pas comme vos dents. Donc, tout simplement, on la nettoie. Alors, il y a des brosses spéciales. J'en ai une là, je vais vous la montrer. Alors, c'est différentes marques. Il y a des brosses spéciales pour les prothèses, un petit peu voilà, plus large. On prend du savon de Marseille, on nettoie bien sa prothèse et ensuite, on la laisse à sec dans une boîte la nuit. Voilà, c'est le plus simple. Vous voyez, c'est pas trop cher, ça. Moi, je n'enlève pas la nuit. Ah, vous ne l'enlevez pas la nuit. Alors, vous pouvez. Ah, vous la nettoyez, vous la séchez, puis vous la remettez. Voilà. Moi, voilà. Bien resté, d'accord. Voilà. Merci. Moi, je n'aurais pas pensé au savon de Marseille. Hein. Ah, oui. Voilà. Si, je l'ai déjà utilisé. Oui. Après, mais pour avoir un meilleur goût, je prenais plus souvent quand même le dentifrice. Oui, c'est vrai qu'on. Mais finalement, si on rince bien. Après, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est les petits. Les petites pastilles de voilà, tout ça. Voilà, alors, oui. C'est bien, c'est fait pour ça, mais c'est vrai que finalement, si la prothèse, il y a du tartre dessus, le fait de mettre la pastille seule n'enlèvera pas, vous voyez, le tartre. Hein. Il vaut mieux l'emmener au dentiste qui va un peu la nettoyer plus en profondeur. Hein. Mais c'est très simplement avec le savon de Marseille, ça marche bien. Bien. Votre avis, une question, votre avis entre implant et bridge lorsqu'il y a nécessité d'arracher des dents, une ou plusieurs dents? Alors ça dépend aussi beaucoup de la situation. Hein. C'est-à-dire que, alors je peux vous dire l'avantage et l'inconvénient de chacun. L'avantage de l'implant, c'est qu'on va remplacer uniquement la dent qui est absente ou les dents qui sont absentes. C'est-à-dire que l'implant, c'est une vis, hein, pour les messieurs bricoleurs que je vois là à l'écran. C'est une vis. Et les dames bricoleuses. C'est une vis qu'on va mettre dans l'os, hein, basiquement, et sur laquelle on va fixer ensuite une dent postiche, une couronne. Et donc, pour faire ça, eh bien, on ne touche pas aux dents à côté. Par contre, il faut toucher au niveau de l'os. Hein, donc, ça nécessite d'avoir... voilà, par exemple, si on prend certains types de médicaments comme des biphosphonates, c'est des choses qu'il faut évaluer. Hein, et il faut avoir assez d'os au niveau de la mâchoire. Il y a des situations où quand on a enlevé la dent, eh bien, on a un peu d'os manquant, si je puis dire, et ça nécessite de faire des greffes au préalable. Et ça, avec la sclérodermie, c'est quelque chose qu'il faut évaluer de façon très méticuleuse. Hein, par exemple, les patients qui sont sous immunosuppresseurs, c'est également quelque chose qu'il faut évaluer. Et bien sûr, pour passer les instruments pour poser les implants, il faut quand même avoir une grande ouverture de bouche. Après, le bridge, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas toucher à l'os. Donc, si vous avez, c'est moins invasif, mais sur le plan osseux. Mais par contre, un bridge, c'est comme un pont classique, c'est-à-dire qu'il faut 2 piliers, hein, et le pont est au milieu. Donc, les 2 piliers, qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 dents de part et d'autre de l'espace où il manque les dents qu'on va devoir tailler. Donc, il faut tailler ces dents pour ensuite positionner ce bridge. Et donc, si les dents sont saines, eh bien, on va être obligé, entre guillemets, de les c'est pas abîmer, mais vous voyez, on est obligé quand même de les tailler, d'enlever de la matière pour installer le bridge. Donc ça nécessite quand même de toucher aux dents à côté. Mais bien sûr, ça se réfléchit au cas par cas en fonction de vraiment un grand nombre de paramètres. Et dans la sclérodermie, encore plus. Mais l'un ou l'autre, s'ils sont bien faits, sont deux alternatives tout à fait intéressantes sur le plan esthétique et sur le plan thérapeutique. Hein. On en fait encore beaucoup de bridge et on fait beaucoup d'implants. Hein. Donc les deux sont très bien. Mais il faut que ce soit adapté à votre situation. D'accord. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bien, je vais remercier le Dr Young
pour cette très intéressant exposé, toutes les questions qui ont été traitées après. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et je vais donc mettre fin à l'enregistrement.